On est calme, on est zen, on est relax, car il n'y a que des bonnes nouvelles dans le journal des bonnes nouvelles. Environnement. Environnement avec cette semaine, on part en Angleterre, au Royaume-Uni, avec un monsieur qui s'appelle Russell Discommode, qui en fait est un astrophotographeur, donc un gars qui prend des photographies pas de l'astrologie, hein, mais du cosmos, quoi, des nébuleuses, des étoiles, etc., tout ce que tu peux penser. Donc il y a réellement une sorte de télescope à photographe, et j'ai pu parler, télescope mélangé, fusionné avec un appareil photo, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un astrophotographeur. Et le point est que ce monsieur-là a fait des meilleurs clichés que ceux réalisés par la NASA uniquement en étant dans son petit jardin, comme ça, sur sa petite pelouse. Alors bien sûr, il est évident que ça part du principe qu'il y a eu le confinement, donc qui dit confinement, moins de pollution, plus d'avions dans les airs, moins de pollution sonore ou visuelle, donc moins de lumière, moins de voitures, il y a beaucoup de choses comme ça la nuit qui se passent. Du coup, il a pu prendre ces clichés-là. Je les laisserai regarder, je les ai sûrement mis au montage quelque part, elles sont vraiment fantastiques. C'est vraiment. Alors, c'est un gars qui a toujours été passionné, bien sûr, par ça. Il a des photos de nébuleuses, notamment, qui se trouvent à plus quand même de 50 millions d'années-lumière. C'est quand même pas mal, ça, pour un petit gars qui est resté comme ça dans son jardin sur sa pelouse. Il y a d'autres photos dont il parle et qui présente où il vous montre des étoiles. Et il l'affirme et il dit, regardez, les étoiles qui sont les plus fortes, celles qui ont une plus grosse luminosité, sont des étoiles à l'espérance de vie beaucoup plus courte. Donc ça veut dire que tu vois la lueur de l'étoile, mais qu'en fait l'étoile est morte, quoi, depuis pas mal de temps. C'est pour ça qu'on parle en années-lumière. Alors, petite parenthèse peut-être pour terminer là-dessus, mais je trouve vraiment remarquable ce que le gars a pu faire quand même juste dans son jardin avec son petit équipement, qui est un équipement quand même cher, mais c'est pas l'équipement de la NASA, on s'entend. Donc c'est quand même remarquable, honnêtement. Il y a une université, je vais y arriver, une université, on se calme, australienne. Elle a réussi à estimer le nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers, et en fait, ça serait 70 sextillions. Ouais. Des sextillions. Ça, c'est comme 70 avec une shit tonne de zéros derrière. Je savais même pas que sextillion ça existait. C'est vraiment gigantesque. Ils ont réussi, eux, je ne sais pas comment ils ont fait, s'ils ont compté une à une, non, ça m'étonnerait, mais c'est des statistiques. Je ne sais pas comment ils ont fait pour compter les étoiles, mais en tout cas, si ton enfant ou qui que ce soit te demande combien il y a d'étoiles dans l'univers, au lieu de dire je sais pas, maintenant tu pourras dire il y en a 70 sextillions. Voilà, ça, tu auras l'air plus intelligent, j'imagine. Proche de ton enfant. Faut toujours avoir l'air intelligent vis-à-vis de son enfant. Je dis n'importe quoi. Technologie. Technologie avec cette semaine des chercheurs de l'université de Purdue. Purdue, c'est comme ça qu'on prononce Purdue, pas Purdue, mais Purdue, dans l'India, à l'américaine, à l'anglais. Dans l'Indiana, aux États-Unis, ils ont mis au point en fait une encre interactive. Ça, c'est vraiment cool. Il y a plusieurs utilisations possibles avec cette encre-là. Soit tu peux transformer, mais je vais en parler plus en détail après, mais tu peux transformer une simple feuille, par exemple, en dessinant avec le crayon, hein, vraiment avec une encre, en accessoire musical. Tu vas dessiner un clavier et ça va faire du son. Ou alors, tu peux designer, par exemple, du packaging, hein, notamment pour la bouffe, par exemple, ou autre, interactif. Donc ça, c'est vachement bien. Comment ils l'ont fait? En fait, ils utilisent une sorte de poudre électrique à plusieurs couches dans lesquelles il y a des circuits. Donc l'encre qui est utilisée dans le stylo, il y a carrément des circuits à l'intérieur de l'encre. Et tu vas donc dessiner directement sur le papier ou sur le carton. Si c'est industriel, tu comprends, ça va être un petit peu différent. Parallèlement, ils ont développé une méthode pour rendre soit le papier ou le carton complètement imperméable, aussi bien à 100%, hein, aussi bien à l'eau, à l'huile que aux poussières. Donc c'est quand même très bien. Quand on a redemandé à ces gens-là c'est quoi l'objectif exact par rapport à cette encre-là, donc ils ont donné deux possibilités qu'ils ont réussi à pouvoir synthétiser, à pouvoir faire eux-mêmes. C'est quand même bien. Pour la bouffe, tu pourras directement voir, par exemple, en touchant le paquet, s'il est propre à la consommation ou pas. Donc ça va devenir vert si c'est propre à la consommation, ça va devenir rouge si ça ne l'est pas, en dépit des fois de la date qu'il y a dessus, parce que ça arrive de temps en temps, tu as une date et finalement tu l'ouvres et c'est tout pourri dedans. C'est des choses qui arrivent. Et là, tu vas pouvoir le voir tout de suite en touchant le paquet.
Ou encore même juste signer des paquets Amazon par exemple que tu reçois chez toi, et Dieu sait que c'est la mode en ce moment, mais à ce moment-là tu vas toucher le paquet, si le paquet y est vert, ben, ça va reconnaître que c'est toi le destinataire, et s'il est rouge, et ben, en fait il n'était pas adressé à toi. Donc des trucs comme ça cool. Ils ont dit que maintenant ils étaient capables de dessiner des playlists, fait que tu dessines carrément la playlist de manière comme ça aléatoire, et tu peux toucher dessus et ça te donne la playlist de YouTube, t'écoutes Dépêche Mode, ou je sais pas, j'ai dit Dépêche Mode au hasard, ou YouTube, je sais pas, ou le groupe que t'aimes, et tu peux écouter ça. Comment ils font, je sais pas. Pour moi, c'est de la magie, honnêtement. Et apparemment, la technologie est capable de faire ça. Là, j'avoue que moi, je suis quand même fan de technologie, mais là, c'est Harry Potter. Pour moi, on est dans le monde d'Harry Potter. Je comprends pas comment tu peux dessiner une playlist et la voir tout de suite comme ça en touchant dessus. C'est fou. En tout cas, super cool. Divertissement. Divertissement, alors on s'en va en fait à Copenhague cette semaine, la capitale du Danemark, où s'est ouvert le premier musée du bonheur. C'est vrai, le premier musée du bonheur. Alors en fait, c'est une organisation internationale qui est en arrière de ça, qui s'appelle The Happiness Research Institute, qui est le concepteur du projet, une organisation qui, en fait, dont le but est de comprendre pourquoi certaines sociétés humaines sont plus heureuses que d'autres. Alors, le but de cette société-là, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent, ils informent les gouvernements des causes et effets du bonheur humain dans le pays dans lequel le gouvernement il est, donc les pays respectifs. Ils élèvent le niveau des débats pouvant se conclure sur une forme de bonheur, et surtout améliorer la qualité de vie des citoyens pour qu'ils soient plus heureux. C'est comme ça qu'eux, ils travaillent, cette organisation internationale. Le CEO fondateur de cette organisation-là qui s'appelle Make Viking, et c'est pas une blague, il s'appelle vraiment Viking, mais avec un W, mais il s'appelle Viking. Alors, il a dit exactement, je reprends ce qu'il dit, les gens imaginent que l'Institut est un endroit magique. En fait, une pièce qui serait remplie de chiots ou encore de glace aux 1000 parfums, mais dans les faits, on est 8 personnes assis devant notre ordinateur à décortiquer des données. D'où l'idée qui lui est venue, devant le grand nombre en fait de personnes qui demandaient à visiter leurs locaux en disant mais voilà, vous êtes Happiness Research Institute, on veut voir comment c'est, ça doit être malade là-dedans, ça doit être complètement fou. Donc devant le grand nombre de demandes, il s'est dit que pourquoi ne pas créer en fait un espace permettant de comprendre qu'est-ce qui déclenche le bonheur, d'où l'idée de la création du musée du bonheur. Alors il a été ouvert le 14 juillet 2020, comme je l'ai dit à Copenhague, 1000 m², quand même une grosse surface, ne peut accueillir que 50 visiteurs à la fois, mais ça c'est en rapport direct avec la Covid-19, naturellement, ils respectent la distanciation, le port du masque et autres, c'est normal. Alors qu'est-ce que tu pourras retrouver dans ce musée-là qui est quand même très populaire, les gens y vont et ils trouvent ça vraiment bien. Tu vas retrouver comme plusieurs thèmes, notamment comment est-ce que le bonheur a pu évoluer à travers les âges, c'est quand même intéressant. Le bonheur qui est différent d'un pays à l'autre, donc ils exposent comment le bonheur existe dans tel pays et dans tel autre, comment ça peut être différent. Mais tu as aussi, au travers de ce musée, tu vas retrouver des énigmes à résoudre, dont les réponses sont toujours évidemment en relation avec le bonheur. Donc, premier musée du bonheur à Copenhague, au Danemark. Fallait le dire. Canada News. Canada News, avec cette semaine, on s'en va à Montréal. On reste à Montréal en fait. Moi, je reste à Montréal. Je m'en vais nulle part. Le plus grand roi biologique est à Montréal et capable de nourrir 2% de la ville toute l'année. Les fermes LUFA, ça me tient très à cœur parce que j'en ai déjà parlé. Si tu suis évidemment la chaîne, j'en ai déjà parlé dans la vidéo du quotidien du confinement. Où je reprenais exactement comment ça se passait ici au Canada quand on est confiné. Les fermes LUFA, nous, on les reçoit ici, donc j'en avais parlé, je suis super content. Donc là, tu vas pouvoir en fait trouver des produits, des légumes, évidemment, des fruits, légumes, etc. Mais pas que, il y a aussi des produits frais. Ils sont en fait, la ferme LUFA, associée à des petits producteurs artisans locaux. Donc ça te permet, donc ça te permet de pouvoir aller comme ça encourager des gens qui commencent un peu leur entreprise et qui ont peut-être un petit peu de mal. Dernièrement, on a reçu un gâteau chocolat poire, il était démentiel. Super bon. Dimension, c'est 15 000 m².
C'est énorme, ça représente 3 terrains de football. Si tu te demandes c'est quoi la taille de 15 000 m², une centaine de variétés de fruits et de légumes. L'UFA, ça a été fondé en fait par deux personnes, Mohamed Hadj d'origine libanaise et Lauren Ratmel du Vermont aux USA, qui est sa femme. Ils sont mariés. Le premier avantage d'être sur les toits, donc c'est sous une grande serre comme ça, et d'être sur les toits d'un building à Montréal, c'est que l'hiver, ils n'ont pas besoin de chauffer. C'est chauffé directement par le building, puisque comme tu le sais, l'air chaud remonte. Et l'hiver, ici à Montréal, les buildings, ça chauffe en tabarnak. On va parler un peu comme on parle ici. Ça chauffe beaucoup. Ça chauffe beaucoup. Il y a beaucoup de climatisation l'été, mais il y a beaucoup de chauffage l'hiver. Donc ils profitent de la chaleur, font énormément d'économies. Du coup, ça leur coûte quand même pas si cher que ça de pouvoir faire pousser ces plantes et ces légumes. 500 personnes sont quand même employées aux fermes Lufa, c'est quand même bien. 20 000 familles par semaine sont livrées, dont la mienne. J'en suis super content. Ça, c'est un service qui, en ce moment d'ailleurs, est en train de grimper, je ne le savais pas, mais en popularité. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de restaurants et de supermarchés qui les ont appelés pour se faire livrer directement par eux. C'est une très bonne nouvelle. Quand on l'aura, pas moi, mais des journalistes leur ont posé la question, ils ont dit qu'ils essayaient à l'heure actuelle d'élargir leur manière de faire en se développant à travers différentes villes, aussi bien aux États-Unis qu'au Canada. Donc je leur souhaite bonne chance, je suis un adepte, c'est pas si cher que ça faire un panier, on reçoit plein de produits frais, des légumes, etc. Et avec le coronavirus, ce qui est super intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de se déplacer. Je l'avais montré dans la vidéo du quotidien, le quotidien du confinement au Canada, je vais y arriver, les gros bacs, si tu te souviens bien. Donc on reçoit ces bacs-là, je les ai ici, dimanche je les mets dehors, il les change, il met d'autres bacs qui sont remplis, c'est vraiment extraordinaire, la commande se fait directement par internet, c'est tip top. Science. Science, cette semaine, on s'en va sur YouTube. Allez voir un YouTuber musicien du nom de Mézergue, peut-être que tu connais. Il est anglophone, me semble-t-il. Il a mis en ligne une vidéo où il joue une de ses compositions avec des pastèques, des melons et des kiwis comme instrument de musique. Cette composition s'appelle de manière très originale Watermelon, qui veut dire pastèque. Donc voilà, bravo. Et j'étais super content de parler de ça cette semaine parce que tu peux le faire toi aussi chez toi. Et nous, on l'a fait. Et nous, on l'a déjà fait et avant lui. Donc lui, il a été célèbre grâce à ça sur Internet ou sur YouTube, peu importe. Je m'en fous d'être célèbre. Moi, personnellement, je m'en fous d'être célèbre sur YouTube. Mais lui, c'était sûrement son objectif. Mais nous, on peut s'attribuer le mérite de l'avoir fait avant lui. Et certainement qu'il y avait d'autres personnes qui l'ont fait aussi. Je te laisse regarder la vidéo. Ok. Tu joues de la banane? Oui. Quelle belle chanson! Hein? C'est comme ça? Et du coup, voilà, nous on a pu le faire. Alors on a des adaptateurs qu'on a achetés. Meki, on a acheté ces adaptateurs là. C'est vraiment cool. Si j'arrive à ouvrir la boîte, je ne sais pas. Donc voilà, regarde, la boîte est super belle en plus, merchandising et tout ça. Je te prouve qu'on a réellement les adaptateurs, on les a mis dans les bananes. C'est vraiment cool. Lui évidemment, il a dû travailler avec un programme, un certain type de programme. Nous, on a travaillé avec un autre programme qui s'appelle Scratch, que tu peux relier directement et que tu télécharges directement en fait à ta tablette ou ton téléphone intelligent, cellulaire, et que tu relis directement aux fruits. Avec ce programme-là, nous, le programme Scratch, parce que c'était réellement vis-à-vis des enfants et ça leur apprend la base du codage. Donc on peut commencer à coder, et si tu n'es pas un enfant et que tu as envie d'apprendre la base du codage, ça peut réellement être une bonne idée. Donc je voulais en parler cette semaine parce qu'on a du mérite là-dedans pour une fois. Pour une fois, je veux dire, par rapport à ça, par rapport à ce sujet-là. On a du mérite nous aussi, on l'avait fait avant lui. Donc je trouve ça cool de l'avoir fait avant lui. Je sais pas, c'est comme ça. Politique, cette semaine on s'en va aux États-Unis avec une compagnie de construction qui a réussi à transformer un vieil hôtel style Holiday Inn, si tu te demandes un petit peu le genre, tu vois ce genre d'hôtel-là, en logement pour les moins riches à Branson dans le Missouri aux États-Unis. Alors c'était un hôtel qui était abandonné depuis 8 ans.
Pourquoi c'est de la politique? Parce que c'est une compagnie de construction que je trouve vraiment cool d'ailleurs, hein, parce que comme quoi finalement les compagnies de construction comme ça ne sont pas tournées uniquement que vers du gros bénéfice, contrairement à ce qu'on pourrait penser et contrairement à ce que moi je pouvais penser jusqu'à maintenant, parce que je vois qu'il n'y a pas que ça, et qui s'est tourné plus vers des logements sociaux. Donc pour les gens qui sont les moins fortunés dans notre société, c'est le job du gouvernement de faire ça, et là c'est une compagnie de construction qui le fait, c'est inadmissible de la part du gouvernement, je te dirais. Richard Rubin, qui est le fondateur de cette compagnie de construction qui s'appelle Repblick, c'est dur à dire, il est Vebel, V et B en même temps, qui en fait est basé en Afrique du Sud et qui a commencé d'ailleurs là-bas en Afrique du Sud avant de venir aux États-Unis, s'est donné comme mission de transformer des pertes d'espace commercial en logement pour les plus pauvres. Parce que ce building-là était abandonné, comme je te l'ai dit, depuis 8 ans. Et comme il est abandonné depuis 8 ans, il se déprécie au niveau de la valeur immobilière. Et ça lui permet à lui de le racheter pour une moindre valeur. Okay, donc c'est réellement, pendant 8 ans, une perte considérable commerciale de logement. Et c'est complètement inadmissible. Donc après 8 ans, comme le prix est abordable, ça lui permet de défoncer, c'était quand même un hôtel à la base, donc ça lui a permis de défoncer les murs afin de faire réellement des appartements avec accès, avec une salle de bain, quelque chose de plus grand que juste une petite chambre, quelque chose de plus abordable. Il a tout rénové, donc il a tout foutu par terre, il a tout rénové avec des très beaux planchers en laminé, etc. C'est quand même vraiment bien le travail qu'il a fait, donc il ne s'est pas moqué des gens, quand tu rentres là-dedans, c'est quand même pas mal remis à neuf. Il y a un accès, en plus de ça, puisque c'est quand même un ancien hôtel, tu as un accès à un gym, c'est quand même bien, terrain de basket, une salle pour laver tes vêtements, hein, tu vas avoir plein de machines. Dans tous les appartements, il y a l'air conditionné, et ça va être pour une somme entre 400 et 500 dollars par mois, ce qui est très peu hein, pour les États-Unis. On n'est pas au Canada, on est aux États-Unis, c'est très peu pour les États-Unis, c'est vraiment en bas de l'échelle. Donc vachement bien de la part de ce monsieur-là d'avoir pensé à ça. Je cite ce que Richard Rubin a dit: le besoin d'appartements à loyer modique est très en demande à travers tous les États-Unis. On m'a dit que c'était impossible de réaliser ce genre de projet immobilier. C'est faux et ce n'est même pas un problème. Donc vraiment cool de sa part. C'est un gars qui est prêt à gagner peut-être un petit peu moins d'argent. Il va quand même en gagner, c'est clair. Il en gagne de l'argent, mais peut-être un petit peu moins que de faire par exemple des appartements luxueux. Et du coup, en même temps, de permettre à des gens d'avoir accès à des appartements qui sont quand même des beaux appartements, il faut le dire, à un loyer plus accessible. Redblick, c'est très dur à dire le nom de sa compagnie, a investi dans 10 nouvelles propriétés à l'heure actuelle du même genre aux États-Unis avec le même objectif. Donc encore une fois, un petit pouce pour ces gens-là, c'est vachement bien. C'est inacceptable par exemple de faire le job du gouvernement. C'est le gouvernement qui est censé s'occuper de sa propre population et pas de lui-même. C'est ce que je pense. World News. Alors on s'en va en fait avec le Timber Festival, qui est un festival de musique. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui arrivait. Je suis tout seul. Ça fait bizarre. Donc le Timber, c'était un peu pas logique. Le Timber Festival, donc c'est un festival de musique annuel qui se tient en fait dans une des forêts nationales au Royaume-Uni britannique. Et chaque année, c'est une forêt différente, c'est un petit peu ça leur système. Et cette année, ça a été annulé à cause du Covid-19. Alors pourquoi on en parle? Parce que sa directrice, qui s'appelle Sarah Bird, vraiment Bird, comme oiseau, c'est pas une blague, c'est son nom, c'est bizarre, elle n'a pas changé de nom, qui est donc la directrice d'une entreprise qui est en arrière de ce festival-là, une entreprise dit elle-même sociale, entreprise qui s'appelle Wide Room Plus, a décidé de mettre en place une carte sonore du monde des éléments naturels, de la forêt, des animaux, des végétaux, ce que tu veux, n'importe quel son qui est naturel, une carte gratuite qui s'appelle Sound of the Forest. Alors en fait c'est via SoundCloud, tu dois sûrement connaître l'application SoundCloud, tout le monde, le logiciel, tout le monde peut contribuer en fait à cette carte-là en uploadant directement des clips sonores avec bien sûr, ça va avec une note explicative au-dessus de ce clip-là, de quelle région ça vient et qu'est-ce qu'on entend exactement, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir un petit peu tous les sons, ce mix de sons, et d'avoir comme ça un éventail, une idée de où ça vient exactement. Ça a été très simple à faire et c'était ça l'idée en arrière à cause du confinement. Ça s'est fait pendant le confinement majoritairement parce que les gens ont pu aller dans des parcs soit naturels,
comme j'ai proche de chez moi, ou des parcs même urbains où il y avait strictement personne. Donc là, on pouvait recueillir comme ça des bruits et ne pas être pollué par les bruits de la ville, ce qui est quand même relativement cool. Alors, je voulais en parler de ça cette semaine parce que parallèlement à ça, la WWF, la World Wildlife Fund, hein, qui est là pour la protection de la faune et la flore à travers le monde, a publié ces chiffres. Et il s'avère que en 2020, 68% de la flore, de la faune et la flore immédiate, mondiale, pardon, 68% de la faune et de la flore mondiale, oui, immédiate, oui, qui est proche, est en déclin. C'est quand même catastrophique. Ça, c'est une augmentation de 8%, parce qu'en 2018, 2 ans avant, c'était 60%, et on a augmenté à 68%. Là-dedans, évidemment, il y a des espèces qui sont en voie de disparition, mais pas que. Il y en a qui sont terriblement en voie de disparition, il y en a qui sont sur le déclin. Et donc 68%, c'est énorme. Et comme disait la WWF, on se tire littéralement une balle dans le pied, parce qu'il y a énormément de choses qui profitent à notre écosystème, à nous en tant qu'êtres humains, qu'on détruit pour des raisons uniquement économiques, et qu'après ça, on ne pourra plus se nourrir, ou on ne pourra plus se nourrir comme il faut, et c'est uniquement à cause de nous. Donc c'est quand même, en tuant tel prédateur, on n'a plus accès à telle chose, parce qu'il y a une prolifération, mettons, par exemple, je vais donner un exemple, je vais en parler d'une petite parenthèse, mais ils tuent beaucoup de requins, d'accord? Ils tuent beaucoup de requins, les Japonais, parce qu'ils veulent tout le temps couper l'aileron, soi-disant c'est aphrodisiaque, etc. Mais ces requins-là, il s'avère qu'ils tuent une sorte de raie, ok, qu'il y a dans les eaux, et qui donc contrôle en fait la population des raies. Et ce type de requin-là, précisément, je ne me souviens plus exactement quel type de requin, est en déclin. Du coup, les raies prolifèrent, mais ces raies-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles mangent une sorte de coquillage, je pense, c'est des crustacés, je me souviens plus exactement, une sorte de coquille Saint-Jacques, quelque chose comme des clams. C'est des clams, pas des coquilles Saint-Jacques, des clams, exactement. Donc les raies, elles bouffent les clams, mais comme elles sont plus nombreuses, elles mangent tous les clams, et les pêcheurs américains, qui eux vivent de ça, ils n'ont plus rien à pêcher à cause des raies. Et tout ça, c'est à cause des requins qui crèvent pour leur aileron, pour les Japonais. Donc on voit qu'il y a une incidence directement de l'être humain sur l'être humain. Et eux sont au chômage. Ces gens-là aux États-Unis, ils n'ont plus de job, ils ne peuvent plus vivre à cause des Japonais quelque part, et pas à cause des requins. Donc on voit qu'il y a une relation en fait de cause à effet là-dedans. Et la WWF a sonné la sonnette d'alarme par rapport à ça. Effectivement, c'est préoccupant. Donc j'en profitais de Timber Festival et du Sound of the Forest pour pouvoir en parler. Voilà, fin de la parenthèse. Merci. Les anecdotes du jour. Et je les aime, les anecdotes du jour, mais je les aime chaque semaine de toute façon. Je répète tout le temps la même chose. Première anecdote concernant les selfies et encore les requins. Donc on va continuer à parler des requins. Savais-tu que les selfies, à l'heure actuelle, sont plus mortels que les attaques de requins? On estime en fait à 28 morts par année à cause des selfies dues à une chute mortelle. Ok, la plupart des gens, c'est ça, font des selfies, ils regardent pas où ils vont et paf. Mais la moyenne des requins, c'est 35 attaques par année, mais par contre, c'est 4 décès par année en moyenne. 28 décès pour les selfies, 4 décès pour les requins. Donc on voit que c'est quand même très débalancé. Ça me fait penser d'ailleurs à une histoire ici qui a eu lieu à Montréal, je pense que c'était il y a 2 ans. Il y a une jeune fille, c'est triste, hein, ça reste que c'est quand même très très triste, il faut quand même être honnête, mais il y a une jeune fille qui est morte dans le métro à Montréal parce qu'elle était sur son téléphone cellulaire. Donc elle ne faisait pas de selfie, mais elle regardait son téléphone cellulaire. Le métro est arrivé et elle, comme elle ne regardait pas et qu'elle regardait son écran, elle pensait qu'elle rentrait dans la rame de métro et en fait elle était au milieu des 2 wagons. Et elle est tombée sur le quai, personne ne s'en est rendu compte, le métro est reparti. Donc ça a été vraiment terrible, on en a parlé dans les journaux justement pour essayer de sensibiliser les gens par rapport au téléphone cellulaire. Il faut quand même que tu regardes où est-ce que tu vas quand tu utilises ton téléphone cellulaire. Moi j'utilise beaucoup, hein, c'est clair. Hein. Tu me vois sur Instagram, je fais aussi du Pokémon Go, parce que je suis tout le temps en train d'aller chercher mon fils à l'école, mais à pied, parce que l'école est à côté, mais je fais attention. Deuxième anecdote, qui est quand même assez intéressant. Savais-tu qu'il y a plus d'habitants au Royaume-Uni, okay, en Angleterre, qu'au Canada, en Australie, en Norvège et en Islande combinés? Ça donne une idée qu'on n'est vraiment pas nombreux. Je pense qu'ils sont 28 millions, me semble, de mémoire, ou 20 millions, quelque chose comme ça, en Australie. Moi, je pensais qu'il y avait plus de monde que ça, mais en fait, ils sont vraiment pas nombreux en Australie. Première diaspora française, d'ailleurs, en Australie. Plus de Français en Australie qu'au Canada, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Beaucoup plus. Il y a tout un quartier à Sydney où c'est juste des Français.
Et au Canada, on vient d'atteindre, je l'avais dit dans une vidéo précédente, si tu as suivi, on est 36 ou 37 millions, quoi, maximum. Donc, et en Islande, en Norvège, il n'y a personne. En Islande, ils sont 3. C'est sûr que, voilà, ça donne ça. C'est cool, hein? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était le journal des bonnes nouvelles de cette semaine. Je peux te dire que j'ai plus de souffle parce que j'ai tourné 2 vidéos à la suite, dans la vidéo que j'ai sortie donc il y a 2 jours, le week-end, pour te tenir informé par rapport à Québec en tête. Donc je suis complètement essoufflé, j'ai plus de voix. Il va falloir que je boive 3 litres d'eau à la suite de ça. Donc cool pour le journal des bonnes nouvelles, je te représente ça, c'est vachement bien. Si tu vas aller chercher, ça s'appelle Meki Meki. Donc sur internet, si tu vas le faire pour tes enfants ou pour toi-même, tu peux jouer avec des fruits et faire de la musique. Il y a un programme de codage qui s'appelle Scratch que tu peux loader directement d'internet, me semble-t-il. C'est hyper ludique. Donc, pour le reste, c'est comme d'habitude, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, de mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, le compte Instagram, qui existe toujours et que j'actualise, bien entendu, et on se dit, j'ai tout dit d'un coup, et on se dit à la revoyure, ciao, bye. Beau t-shirt, hein. J'ai aimé ce film-là, il m'a fait rire. Surtout quand il crie avec que le Père Noël est arrivé. Le Père Noël